Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Si vous êtes habitués aux vidéos de la chaîne, vous savez qu'en plus des formats essais classiques, nous attachons de l'importance à donner la parole aux propriétaires de voitures électriques. Au passage, si vous aussi vous roulez en voiture électrique et que vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ici. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va bien. Tu es venu aujourd'hui avec le soleil et une magnifique BMW. Présente-nous-la un petit peu. Alors, c'est la BMW i4 eDrive 40. C'est une propulsion, donc moteur à l'arrière. À l'avant, on verra tout à l'heure sûrement, il y a un trou. Il n'y a rien. Il y a de la place pour le moteur de la M50. C'est ça, il y a un trou, mais il n'y a pas de frunk. Il n'y a pas de frunk, mais il y a une boîte allemande qui se propose de le faire. Est-ce que c'est ta première voiture électrique, Alexandre? C'est ma première voiture électrique. C'est ma première BMW et ma première voiture neuve. Qu'est-ce que tu avais avant alors? J'avais une Volkswagen EOS en TDI 2 litres. C'est la petite décapotable base Golf. Oui. Alors, viens, on va faire un petit tour. Tu vas nous présenter un peu les options finition que tu as rajoutées sur ta voiture. Est-ce que tu as choisi des jantes? Est-ce que tu as choisi la couleur de la voiture ou est-ce que c'est la version de base? Dis-nous tout. Alors, la couleur de la voiture, ça a été imposé par madame. Moi, j'aurais bien aimé avoir la orange ou la bleue. Elle m'a dit, on veut quelque chose de passe-partout. Si tu veux avoir ça, elle n'était pas très partante pour la voiture électrique. Côté jantes, c'est la 17 pouces. C'est les jantes de base. C'est les jantes de base, même réduites par rapport à la base. Je crois qu'ils sont en 18 sur la configuration normale, mais si on réduit, on gagne encore un peu en kilomètres, en autonomie. 17 pouces, toi, c'est ce qui te convenait? C'était pour l'éco-conduite, la consommation réduite? Voilà, et puis c'est plus confortable aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Extérieur, à part le toit ouvrant, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas. La seule chose qu'ils proposaient, c'était les paquets sport pour mettre des béquets ou des spoilers à l'arrière. Non, il n'y a rien de tout ça. Et ça t'a pas intéressé? Non, pas du tout. Parce qu'on connaît, BMW, c'est pas comme chez Tesla, c'est rempli d'options qu'on peut choisir. Et à chaque fois, voilà. Il y a déjà un petit chèque à sortir en plus pour une électrique, ça commençait à suffire. Passage de Volkswagen à BMW, on change quand même de gamme de prix. Combien tu as payé cette voiture? 59 950 € TTC. Waouh, ça c'est un bon prix. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je l'ai acheté en Allemagne, donc juste de l'autre côté de la frontière par rapport à nous. Je l'ai commandé en octobre 2021. Ouais, sachant qu'elle est arrivée sur le marché à partir de novembre. Les toutes premières ont dû être livrées en novembre, mais la vraie livraison a dû commencer en février-mars. Ouais. Et vraiment au compte-gouttes. J'ai fait un peu le tour des concessions ici. On m'a proposé des tarifs et je suis passé de l'autre côté de la frontière. Ouais. Et là déjà les tarifs de base, bon il faut faire un petit calcul parce que la TVA en Allemagne est légèrement à 1% moins élevée. Mais quand on réimporte la voiture, on doit repayer la différence de TVA. Mais il y avait donc sur la version de base avec les options, il y avait déjà plus de 3 000 € de différence. Et les rabais proposés étaient plus du double, voire près du triple de ce qui était proposé en France à cette époque-là. Et donc tu as eu droit à combien de pourcents? 13,5 quasiment. 13,5 de réduction. Et donc tu es arrivé à 59 000 et quelques, et donc tu as eu droit au bonus écologique de 2 000 €. Exactement, de 2 000 €. Donc au final, elle t'a coûté 57 000. 57 950 très précisément. C'est un beau prix pour un tel engin. Moi, c'est une voiture qui me plaît beaucoup parce que ça reste une berline et c'est encore assez rare les berlines électriques. Mais pourquoi tu as choisi cette BMW i4 et pas une Tesla Model 3 qui est une concurrente directe? Alors moi aussi, je suis comme toi. Je voulais absolument rester sur les berlines. Les SUV, c'est pas mon truc. Ça m'intéressait pas, même si j'ai essayé celui de Skoda, le Enyaq, qui est superbe. Mais ça reste un SUV pour une voiture électrique, c'est quand même un peu dommage. Et pourquoi la BMW i4? J'ai regardé un peu ce qui se faisait. J'ai regardé la Tesla, j'ai regardé les Volkswagen et niveau finition, qualité de finition et puis aussi style, elle a de la gueule quand même. Ah, elle a de la gueule, ça on peut pas lui enlever, ouais. C'est celle sur laquelle déjà j'ai eu un coup de cœur quand ils l'ont présentée, j'ai vraiment eu le coup de cœur. C'est vraiment la série 4 grand coupé, mes dernières générations. Je l'ai trouvée très très belle, alors que pour l'instant, la plupart des véhicules électriques restent quand même dans un style un peu extraterrestre, on va dire. Oui, certaines, surtout chez Volkswagen. Surtout chez Volkswagen. La i3 aussi, c'était particulier pour un premier jet chez BM. C'est vraiment un gros coup de cœur niveau physique pour cette voiture.
Et niveau finition, vous verrez à l'intérieur, on n'est pas déçu, on est chez BMW, tout est aligné au millimètre, les matériaux sont superbes, enfin... Je me réjouis d'aller voir ça. C'est vrai que l'intérieur a l'air assez épuré et particulièrement bien fini et Mais il cohérent. reste encore, tu verras, il reste encore quelques boutons, donc on n'est pas forcé d'avoir la tête... Enfin, c'est de l'ergonomie à la BM, ça reste de l'ergonomie poussée, on se sent en sécurité. Et est-ce que la Tesla Model 3 a été une question à un moment où c'était totalement inenvisageable? Alors on a fait un essai avec ma femme de la Tesla Model 3. Alors déjà les finitions, on trouve, j'ai jamais eu d'américaine, je trouve que c'était quand même, c'est particulier, faut s'y faire. Et le fait d'avoir juste un écran au milieu pour toutes les informations, moi ça m'a rebuté, je pouvais pas. Ça te plaisait pas? On a fait l'essai et j'étais vraiment mal à l'aise pendant l'essai. On va dans la concession Tesla et ils nous filent les clés pendant 45 minutes. Et pendant les 45 minutes de conduite, j'étais mal à l'aise. Mais c'est surtout le coffre qui m'a... J'ai 2 jeunes enfants et quand j'ai vu une malle par rapport à un haillon, voilà, on n'en met pas autant. Je vois. Et justement, j'allais te proposer, on va aller jeter un coup d'œil au coffre. Nous voilà à l'arrière de la voiture et on va pouvoir découvrir ce coffre qui a donc un haillon. C'est pas une malle. Exactement. Alors je te laisse l'ouvrir. Avec la clé, c'est plus facile. C'est plus facile. Ah oui, effectivement, d'accord. Je vois que la taille est bien supérieure à celle d'une Tesla Model 3 et une très bonne accessibilité, bien sûr. Et donc toi, tu en trouves une grande utilité, facile d'accès, tu peux y mettre ce que tu veux. On Pratique. part avec toute la famille pendant des vacances pour 2 semaines. Il y a tous les bagages qui rentrent sans souci. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même un gros avantage pour une berline d'avoir un coffre de ce genre. Et puis, bah, la tablette a l'air solide, contrairement à d'autres marques. Et dessous, encore Ouais. un petit espace où on met le caisson de basse normalement si on le commande. D'accord, donc on perd un peu d'espace s'il y a Voilà. le caisson de basse, forcément. Mais on met pas mal de choses là, dans des petits sacs et autres. Ah oui, et puis les ça- câbles de recharge. Bon, C'est il y en que a tu un les là, mets. Ah, toi, ok. il est mis de base ici par BM. Je vois ici la trappe. Donc la Mhm. trappe de recharge est ici, à l'arrière. Mhm. Je me permets de l'ouvrir. Même position que sur une voiture à essence. Exactement, c'est vrai. C'est pas toujours le cas sur les voitures électriques. Et donc tu as quoi comme vitesse de recharge? Sur une prise électrique normale, on est sur le 7 kW ou ouais, c'est 7 kW, c'est ça, sur la Ouais. prise domestique. Ouais. Et sur une borne de recharge triphasée, c'est ce que j'ai fait installer dans le garage, on est limité par contre à 11 kW. D'accord. Et en courant continu, donc sur une borne Unity par exemple, Alors, t'es je crois que ça peut monter jusqu'à 200 et des poussières. ouais, 205 je crois. 205, de mais j'ai mémoire. jamais réussi à monter Aussi jusque-là, C'est vrai aussi haut. Ouais. Mais tu as déjà eu l'occasion de te recharger sur ce type de borne? Oui, plusieurs fois. Et c'est souvent 180, puis après ça redescend à 130 et ça finit à 80. Courbe de recharge pas forcément optimale. Alors, on va est-ce dire. que c'est la voiture ou est-ce que c'était les bornes? Pour l'instant, j'ai eu l'occasion de l'avoir qu'en hiver, vu qu'on m'a livré début novembre. Donc on verra bien cet été. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait voir à l'arrière et je te propose d'aller faire un tour. Mhm. Allez. Ok, pas de souci. Alexandre, on est dans ta voiture, on va partir faire un petit tour, mais la première chose qui moi m'interpelle, c'est que tu as un levier de vitesse. Et j'ai les mains dessus comme si je voulais passer les vitesses. C'est ça? C'est vachement sympa, c'est vachement rassurant. quelque chose, une prise en main. Exactement. Et donc, vas-y, marche avant. Et puis on va faire un petit peu de route. Ah, et moi déjà, je suis impressionné. Alors quand j'ai essayé de clapper, hein, alors ça c'est propre à la vidéo, l'intérieur de cette voiture est extrêmement bien insonorisé. On sent qu'il y a beaucoup moins d'écho que dans d'autres voitures, par exemple. C'est bluffant. Et quand on parle, aussi le son est bien mieux que dans la plupart des véhicules que j'ai pu essayer. Et donc tu as choisi l'intérieur blanc. Beige. Beige. C'est risqué avec des enfants, je sais. C'était les 2 seules couleurs, il y a noir ou beige, il y en a d'autres? Il y en a d'autres, il y a une sorte de rouge, bordeaux, il y a plusieurs, mais le beige, on trouvait que c'était assez chic comme intérieur. Et on a exactement la même combinaison sur notre autre voiture. Ça nous a beaucoup plu, donc on est resté sur ça. Parfait, vous êtes resté dans quelque chose que vous De connaissez. familier, voilà. Pour introduire la disruption à ma femme de la voiture électrique, il fallait que j'amène dans un cocon familier. Et bah écoute, tu parles de ta femme, écoute, on va en profiter. Est-ce que la voiture électrique l'a conquise depuis que tu as cette voiture? Elle a beaucoup apprécié le long trajet. Ah, en tant que conductrice ou en tant que passagère? Alors en tant que passagère, en tant que conductrice pour l'instant pas trop parce que elle a fait juste une petite heure avec et elle n'avait pas du tout ses repères donc elle n'était pas à l'aise. Ouais. Mais en tant que passager, elle a énormément apprécié parce que effectivement on n'a pas en venant d'un moteur à explosion, on n'a pas les vibrations, on n'a pas le bruit. Et sur 6 heures de route, on est quand même beaucoup plus reposé à la fin. Et pour les enfants aussi, ça va, ça se passe bien, ils apprécient? Ah, ils sont très contents qu'on ait une électrique. C'est vrai? Mais je sais pas s'ils se rendent compte de ce que c'est. C'est des petits. Hein. Moi là, je suis agréablement surpris. Je trouve que les bruits sont très bien contenus, c'est bien insonorisé.
mieux que dans ma voiture du quotidien, on va dire. Faudra voir aussi côté suspension, les BMW sont quand même réputés assez ferme. Moi j'aime bien ça, c'est assez sympa. Après on peut, pas sur celle-là, j'ai pas l'option pour adapter les suspensions, mais c'est aussi faisable, on peut la prendre. Je vois ici que tu as donc 2 écrans qui ont l'air à peu près équivalents, même si celui de droite a l'air un petit peu plus grand. À gauche, tu as toute la partie instrumentation. J'imagine à gauche c'est la partie vitesse et à droite la partie régénération, consommation de la batterie. Exactement, la puissance qu'on met actuellement. Et j'ai aussi l'état de la batterie en pourcentage, j'ai le nombre de kilomètres que je peux faire, la température extérieure, j'ai aussi les affichages des panneaux de vitesse. S'il reconnaît les panneaux de vitesse, et ça c'est un système qui fonctionne plutôt pas trop mal. Et il y a la consommation moyenne et on peut au centre, on peut modifier l'affichage. Ça manque un peu de personnalisation comme on peut avoir dans d'autres marques, mais il y a la base dessus. Et il y a aussi mais là vous ne voyez pas avec la caméra, il y a affichage tête haute. L'affichage tête haute. C'est la première fois que j'en ai un aussi, c'est très sympa. Écoute, moi ce que je te propose là, on s'est tout de suite retrouvé sur une voie rapide, c'est de découvrir un peu les aides à la conduite et est-ce qu'elles fonctionnent bien dans cette voiture. Donc tu as de série certaines aides à la conduite ou est-ce que c'est forcément en option? Alors, si je me souviens bien, l'Adaptive Cruise Control, lui, est en option. J'avais pris en option. D'accord. Et l'aide au maintien dans la voie, ça tu as aussi? L'aide au maintien est compris dans le pack. Donc, c'est un pack aide à la conduite. Il y en a 2 niveaux. Ouais. J'ai le premier niveau. J'avais commandé le deuxième niveau qui fait aussi le changement de voie automatique. Mais suite aux difficultés de livraison de semi-conducteurs, il a été annulé à quelques mois de la livraison. Il a été retiré de ma configuration. Mais je m'en porte très bien. C'est tout. Ça fonctionne très bien. Voilà. Les technologies que tu as dans celle-ci te suffisent. Quelle a été la raison de ton passage à l'électrique? C'est parce que j'avais une voiture qui était un peu vieillissante, un gros diesel avec lequel je faisais beaucoup de kilomètres et depuis le Covid, j'en fais beaucoup moins. Elle faisait proportionnellement beaucoup plus de villes, ce qui commençait pour un diesel est assez mauvais. J'ai commencé à avoir, alors qu'elle s'approchait de 200 000 km, quelques petits soucis avec le FAP et autres. Ce qui m'a poussé à penser à la remplacer avant de la tuer et surtout de me retrouver avec de grosses factures. Vivant à Strasbourg, on a la ZFE qui est active depuis le début de cette année et notre chère maire nous a indiqué qu'à partir de 2027, c'est ça, les diesels seront potentiellement totalement interdits. Donc reprendre un diesel début 2023, pour 2023 pour la garder 4 ans, c'est pas ma philosophie. Prendre une essence pour faire 15-20 000 km par an, économiquement, c'est un peu compliqué. Bon, même si cette voiture aussi est assez chère, mais par contre, j'ai voulu me lancer dans l'électrique. C'est aussi par conviction, me dire, c'est pour nos enfants aussi, ça rejette quand même beaucoup moins de gaz à émission ici en France. Et allez, on se lance, on voit ce que ça donne. Tout simplement. On va en profiter pour parler du passage à la One Pedal Drive, on va dire. Mais là, on y est. Comment ça se passe alors? Est-ce que tu apprécies cette façon de conduire? Est-ce que c'est ta première automatique aussi, d'une certaine façon? Alors moi, j'ai une boîte manuelle sur mon EOS. L'Octavia était en boîte automatique. D'accord. Après, c'est la DSG de Volkswagen sur un bon TDI. Et entre le moment où on met le pied sur la pédale et le moment où le couple arrive, il peut se passer un certain moment, alors que là... tout arrive tout de suite. Oui, c'est ça. Et donc, tu utilises le mode B, je vois, qui est allumé ici. Exactement. Faut prendre ses marques pour savoir à partir de quel moment, quand je relève le plus le pied, je vais commencer à ralentir. Donc là, on peut ralentir jusqu'à l'arrêt ou je vais accélérer. Donc, c'est quelque chose, il faut doser assez finement. Ça fait un peu jouer sur le pied, mais d'un autre côté, on n'a plus besoin du frein. Tout à fait. Ça, c'est un des plus gros changements et un des changements les plus agréables que j'ai trouvé par rapport au thermique. Je te rejoins là-dessus et là quand tu lâches la pédale, tu freines pas là. Ah non, là j'ai la pédale et relâché à fond. Je trouve que c'est particulièrement fort. Enfin en tout cas il y a une bonne retenue plus que dans d'autres modèles. Là tu es en mode quoi? Mode normal? Mode éco? Mode éco en plus parce que le frein régénératif change en fonction des modes dans lesquels tu te trouves. En mode éco j'imagine que c'est le mode le plus doux, le freinage le plus doux. Donc c'est particulièrement déjà fort comme freinage, donc j'imagine que tu dois un petit peu jouer quand même avec la pédale pour que ce soit pas autant abrupt. Et du coup, ouais, ça t'arrive quand même encore forcément d'appuyer sur la pédale de frein dans des cas de freinage d'urgence, on va dire. Autrement, tu as une conduite plus dans l'anticipation. Ah oui, beaucoup plus. On est obligé avec l'électrique en fait. Surtout si on veut conduire en one pédale.
Même s'il y a des moments au début de la conduite, j'ai l'impression que le freinage régénératif est moins puissant au début que plus tard dans le trajet, qu'après quelques minutes de tour. Je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est véritable, mais vraiment, il y a des fois, au tout début du trajet, je lâche la pédale et je pense pouvoir m'arrêter au feu rouge, mais en fait, je suis obligé de mettre un coup de frein. Et ça, c'est un des petits trucs qui reste améliorable, voilà. Je crois que c'est lié à la température de la batterie. Je crois que c'est aussi le cas sur la mienne. Si je dis pas de bêtises, tant que la batterie n'est pas à bonne température, elle est moins capable de régénérer et donc elle va moins... Il va moins freiner. Quel est ton usage de cette voiture au quotidien? C'est ta voiture de tous les jours? Donc c'est ma voiture au quotidien. Pour aller au travail, j'ai 45 km, donc sortir de Strasbourg, prendre une voie rapide limitée à 100 km/h et après 20-25 km d'autoroute. Donc ça tous les jours. Je fais à peu près une recharge par semaine. Ah oui, donc... Ok, ouais, elle consomme pas beaucoup, quoi. Elle est bien, elle est efficiente. Sur du mix, elle est efficiente, oui. Et donc, comment tu la recharges alors au quotidien? Chez toi, à domicile majoritairement? Voilà, dans le garage avec une borne de recharge triphasée. Triphasée 11 donc. kW. Ok. Je la pose le soir et quelques heures après, il y a le téléphone qui vibre et qui me dit qu'elle a atteint les 80%. Ton mode de conduite favori, c'est quoi? Avec quoi tu roules au quotidien? Le mode éco? Mode éco, oui, avec le B. Et de temps en temps, voilà. En petit mode plaisir, sport sur l'autoroute allemande pour se défouler un pour peu. vider la batterie. Exactement. le plus vite possible. En termes d'autonomie, qu'est-ce que tu as comme autonomie avec cette voiture? Elle est annoncée avec combien? Est-ce que tu sais en WLTP? En WLTP, elle est à 590 km. Ah oui, parce que tu as une batterie de... 83, je dirais, donc 81 d'utilisable. Ok. Ce qui est une grosse belle batterie déjà. pour une berline. Tu as remarqué que tu peux faire à peu près combien? Entre 17 et 20 kWh au 100 en fonction des parcours. Ouais. Mais plus Mixte, souvent hein. en dessous, du mix, mais plus souvent entre 19 et 17 en fonction des températures. Donc, D'accord, comme dit, donc, pour l'instant, je n'ai eu que en hiver. Ouais. Donc je pense qu'elle doit pouvoir faire un petit peu moins que les 18-19 où je suis habituellement. Ouais, en été, sûrement. Mais avec 18-19, ouais, tu dois être pas loin des 400 km. Hein. On fait sur l'autoroute, on fait les bons 400 km parce qu'en fait, sur autoroute à 120, comme la batterie chauffe assez vite, en fait, en ville, j'ai l'impression qu'on consomme plus que sur les voies rapides où on est en chaud. Donc en fait, sur autoroute à un petit 120, on stabilise un petit 18 kWh au 100. D'accord. Et en ville, elle consomme plus, tu trouves? En ville, je trouve qu'elle consomme plus parce c'est quand même, on est quasiment à 2 tonnes aussi Ouais, à déplacer. Donc accélération et faut arriver à jouer avec la régénération. Mais elle a en ville pure, si on fait vraiment que de la ville, il y a une consommation qui est plutôt, on est plutôt sur les 25-26 kWh. Et maintenant, question infodivertissement. Comment ça se passe? Est-ce que l'écran, par exemple, ici, moi, me paraît un petit peu particulier, particulièrement allongé, particulièrement rectangulaire. Qu'est-ce que tu as de disponible là-dessus? Apple CarPlay, Android Auto, déjà, elle est compatible? C'est ça. Oui. Bah, j'ai lié mon iPhone avec le compte et l'application BMW. Et en fait, quand je rentre, il est connecté immédiatement. Enfin, j'ai besoin de faire aucune manip. Au moment même où j'ouvre la porte, il est déjà connecté et il peut relancer même les chansons que j'avais déjà sur Spotify qui tournaient la veille. Ok. Donc il prend le relais tout de suite de ton téléphone. Et à part ça, il y a des technologies un peu intéressantes. Alors, si on veut comparer par exemple à Tesla qui propose de pouvoir regarder YouTube par exemple ou d'aller sur Internet, est-ce que c'est faisable aussi ou non? Pas du tout. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien à ce niveau-là. C'est sobre, c'est la voiture, la liaison au portable et la radio et point barre. Donc ça reste une vraie voiture dédiée à la conduite et non pas un iPhone Il n'y a roulant, aucun artifice. Si, il y a une liaison spécifique à Spotify, mais il y a je préfère passer. Il y a une clé 5G aussi, non, dans la voiture? Oui. Elle est liée elle est reliée à Internet directement. D'accord. Pour les mises à jour, par exemple? Pour les mises à jour, pour la liaison, pour trouver toutes les bornes de recharge. Si tu avais des petits reproches à faire à cette voiture, qu'est-ce que ce serait? Alors la visibilité de la vitre arrière, c'est pas celle qui est la plus accessible. Là, par exemple, j'ai dû rabattre l'appui-tête du milieu pour pouvoir voir quelque chose, mais quand j'ai les 2 enfants sur leur siège auto, on voit plus énormément de choses derrière. Il faut deviner les voitures qui se rapprochent plus qu'autre chose.
C'est bizarre Voilà. quand Mais même. ça, c'est lié à la forme, je pense, de la carrosserie plus que... Bah, c'est le cas de beaucoup de voitures électriques, hein, d'avoir une mauvaise visibilité arrière. Est-ce que c'est lié à l'arrivée de la caméra de recul? D'ailleurs, est-ce que tu peux la voir en roulant ou pas? C'est une bonne question. J'ai pas l'impression. D'accord. Non, le bouton ne s'active pas. Autrement, la visibilité, que ce soit à l'avant ou sur les côtés, elle te gêne pas? Les montants sont pas trop... Non, les montants sont bien faits. Et puis après, il y a les options d'avertisseur d'angle mort aussi qui sont très, très pratiques. Quelque chose que j'avais pas. Donc ça, non, visibilité avant, il y a pas de souci, c'est très bien fait. Autre chose à part ça? Elle est un peu têtue. Quand on met une destination sur le GPS et qu'au bout d'un moment, je rentre de mon trajet, par exemple de vacances ou d'un week-end à Strasbourg, et que je sais que je vais arriver à la maison avec la borne de recharge et donc si j'arrive à 5%, c'est pas grave, elle n'aime pas. Et elle essaye de me proposer une borne de recharge n'importe où sur mon trajet, même s'il faut que je fasse un détour pour aller à la gare et me recharger à la gare. Je lui dis non, je ne veux pas, je veux continuer. Et ben, 1 minute après, vous êtes sûr que vous voulez pas aller voir la borne de recharge? Non, je ne veux pas. Et là, toutes les minutes, elle revient et elle demande, elle essaie de nous envoyer à la borne de recharge la plus proche. Alors, par exemple, est-ce qu'on pourrait indiquer qu'à notre domicile, il y a une borne de recharge pour qu'elle sache que quand on arrive, on pourra se charger son souci et qu'il n'a pas à s'inquiéter de l'autonomie? Bonne question. Des petites améliorations comme ça, ça serait pas négligeable. Donc tu es quelqu'un qui aime aller un peu dans les retranchements de la batterie, ça t'arrive régulièrement? On sait quand il reste 5-6%, mais que je suis à 10 km de la maison, il n'y a pas de souci. Le pourcentage affiché de la batterie reste assez précis, on n'a pas de chute brutale. C'est souvent plus précis que de se fier à la prédiction des kilomètres restants. Voilà. Celui-là est un peu moins précis. Et maintenant qu'on a vu ce que tu n'aimais pas trop ou qui pourrait être amélioré, quels sont tes coups de cœur dans cette voiture? Qu'est-ce qui te rend heureux de monter dedans tous les jours pour aller au travail? Déjà d'avoir une voiture aussi bien finie, hein. Ça, j'avoue que depuis que je suis dedans, c'est impressionnant. Elle est superbe. Et puis le silence et le one pedal drive. C'est les 3 choses qui me séduisent vraiment dans cette voiture et qui font que j'en suis vraiment très 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 content. Après, l'accélération, c'est un beau joujou. Oui. On le fait de temps en temps pour se faire un peu plaisir, mais c'est pas ça qui est déterminant au quotidien. Après, le stress de devoir recharger, on l'a un peu au début, le temps de se rendre compte qu'en fait le réseau est là. Il nous affiche ici sur la carte tous les points de recharge avec la couleur s'il y en a, et on se rend compte qu'en fait il y en a partout. Et aussi quelque chose que j'avais pas parce que c'était une voiture assez ancienne, une dizaine d'années, c'était pouvoir lancer le chauffage avant de rentrer. Oui. Avant de rentrer dedans par application. Oui, donc tu as une application qui te permet de gérer la recharge, préchauffer la voiture. Oui, il y a une application fournie par BM, on peut lancer la charge, on peut lancer la clim ou le chauffage, et également non négligeable, la faire clignoter ou klaxonner. On va la retrouver dans les parkings. Et en termes de rangement, comment ça se passe? Tu trouves que ça va? Il y en a beaucoup? Il y en a pas énormément, mais il y en a, ça reste raisonnable. Est-ce que tu as quand même eu l'occasion de tester d'autres voitures électriques avant d'acheter celle-là? Oui, je suis monté dans une Model 3. On a prêté une pendant une petite heure. Ouais. J'ai essayé une ID3 et une Skoda Enyaq. Et aucun coup de cœur pour celle-là? Il n'y avait vraiment pas de question. Une fois que tu as découvert cette voiture, c'était La Enyaq, on a beaucoup hésité. Ma femme aimait beaucoup. C'est vrai on était comme chez nous aussi. En passant de Skoda à Skoda, on n'aurait pas eu à redécouvrir l'eau chaude, mais c'était un SUV. Et ça, voilà. Et il y avait quand même aussi beaucoup moins d'autonomie. Donc la ID3, je pense que Volkswagen s'est fait avoir par sa compagnie sœur de ce côté-là. Malheureusement, Skoda a fait beaucoup mieux. Enfin, pour notre goût, c'était bien mieux, bien plus qualitatif dans la voiture. Et la Tesla Model 3, elle est très sympa à conduire. C'est un petit bolide, un petit joujou. Les accélérations sont aussi stratosphériques, mais voilà, les finitions à l'américaine et puis avoir un écran en bas à droite pour toutes les informations, je me sentais pas à mon aise. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire un long trajet avec cette voiture? Vraiment un trajet qui dépasse l'autonomie de la voiture? Alors oui, on a fait 2-3 allers-retours déjà assez longs depuis, un peu plus de 600 km. Et donc là, il suffit juste de rentrer notre destination dans le GPS ou même dans l'application.
Et après, on envoie la destination à la voiture qui nous propose directement des arrêts de recharge. Donc, on peut lui demander de se limiter au réseau Ionity ou au réseau partenaire de BMW ou à des réseaux de puissance supérieure à 50, 100, 200 kW de recharge. Et il trouve tout de suite et il s'adapte même en fonction de la réalité du trajet. Parce qu'au début, il estime la consommation qu'on pourrait avoir. Et si on a une consommation plus faible, il s'adapte et il propose un point de recharge plus loin. Okay. Ça, j'étais agréablement surpris. Et donc, on s'est arrêté effectivement chez Ionity parce que BMW offre leur abonnement à BMW Charging pour 1 an. Et donc, dedans, l'abonnement à Ionity. Et donc, on s'est arrêté à Ionity qui je trouvais Enfin, on a essayé plusieurs réseaux, mais le Ionity, j'ai trouvé que c'était le plus fiable de ceux qu'on a testés. Donc, aucune mauvaise surprise sur ces longs périples? Non. Sur les longs périples, aucune mauvaise surprise. Que ce soit autonomie de la voiture ou difficulté de recharge? On s'arrête, on va faire pipi, on boit un café, on mange un petit truc, on revient et la voiture est à 80%. Il faut juste faire une pause toutes les 2 heures, 2 heures et demie et il n'y a pas de latence par rapport à un véhicule thermique. Après, si on veut s'enquiller 6 heures de route, d'un coup, là, c'est autre chose. Est-ce que tu penses que ta prochaine voiture, ce sera aussi une électrique? Je pense, oui. Maintenant, on aura toujours une électrique. La question, c'est est-ce qu'on gardera, si on a besoin d'une deuxième voiture, est-ce qu'on gardera une thermique en deuxième voiture ou est-ce qu'on gardera une plus petite électrique? Et vu l'autonomie et les expériences lors des longs trajets, je pense qu'on restera sur une électrique même pour la plus petite, sachant que le réseau de recharge va normalement ne faire que s'améliorer. L'autonomie des voitures ne va faire aussi que s'améliorer, donc je ne vois pas de raison de repasser à une thermique pour ma part. Voilà, on arrive au terme de ce témoignage en compagnie d'Alexandre qui nous a présenté sa magnifique BMW i4. Franchement, moi je suis emballé, elle m'a bien plu. Hein. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre. J'espère que tu es abonné, Alexandre. Je le suis. Ah, super. À laisser un like si la vidéo vous a plu et un commentaire si vous avez des questions. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur Automobile Propre. Salut. Ciao.